Allô, aujourd'hui, on va faire une petite capsule pour revoir le chapitre 4 sur les équations différentielles du cours d'intégrale. Donc, je vous propose de faire des exercices avec vous pour revoir les concepts clés de ce chapitre-là. Donc, le premier exercice consiste à trouver la solution générale de l'équation différentielle qu'il y a ici, ou que x est plus grand ou égal à 2 et y est plus grand que 0. On va ensuite trouver la solution particulière de cette même équation-là, telle que y est égal à 6, et x est égal à ln de 3. Donc, je propose des étapes simples et efficaces pour régler ce genre de problème. Donc, on va trouver l'équation générale comme première étape. Pour ce faire, on va devoir séparer nos variables. Par simple conventionnalité, je vais mettre mes x à droite et mes y à gauche. Donc, vous pouvez peser sur pause et voir toute ma démarche. Mais c'est simple, j'ai fait une addition pour l'envoyer à droite. Ensuite, j'ai tout isolé. J'aimerais amener votre attention à cette étape-là. Une fois que j'ai tout séparé, il me reste mes dy et mes dx. C'est important, on doit séparer ça, sinon on n'arrivera pas en fait à trouver notre solution générale. Donc, pour envoyer de l'autre côté, j'ai multiplié par dx. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut poser les intégrales de chaque côté de l'égalité. Donc, c'est ça qui a été fait ici. Ensuite, on intègre un petit changement de variable ici. Vous pouvez peser sur pause si vous voulez vous y attarder plus longtemps. Ensuite, vous demandez sûrement pourquoi il y a juste une constante à la fin de l'équation. Eh bien, je vous annonce que vous n'êtes pas obligé d'en mettre une de chaque côté. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste en mettre une à la fin, il n'y a pas de problème. C'est juste important de mettre des indices parce qu'on va avoir des nouvelles constantes qui vont apparaître au courant de notre résolution. Donc, nous, on n'aime pas travailler avec des valeurs absolues. Comment qu'on les enlève? Bien, il faut s'assurer qu'ils soient positifs parce que sinon, on va devoir mettre des négatifs. Donc, ici, ça nous dit que y est plus grand que 0. Puis ça, c'était dit dans notre énoncé. C'est important d'aller revoir nos informations. Donc, je peux les enlever vu que y est toujours positif. Et même chose, le x est plus grand ou égal à 2. Donc ici, ça va toujours être plus grand que 0. Donc, après avoir enlevé nos valeurs absolues, on va faire une étape super importante. C'est important que vous compreniez ça parce que ça va toujours revenir pour régler vos problèmes. En fait, très souvent. Donc, on va utiliser la propriété 8 des logarithmes pour, en fait, venir isoler notre y. En fait, pour trouver notre solution générale, on veut vraiment isoler le y de cette façon-là. Nous, on a un ln avec. On le veut pas. Comment qu'on fait pour l'enlever? C'est justement avec cette propriété-là. On nous dit que E fois ln, E à la ln, ça donne 1. Donc, il va juste nous rester le n qui peut être multiplié par le 1, mais le 1, on peut le négliger parce qu'il vaut 1, justement. Donc, on pose le E à gauche et à droite de l'égalité parce qu'en mathématiques, qu'est-ce qu'on met à gauche? On doit le mettre à droite si on veut maintenir justement cette égalité-là. Donc, avec la propriété 2 des exposants, on nous dit que sur une même base, si on a des exposants qui s'additionnent, on peut les distribuer sur cette même base-là et les séparer par une multiplication, en fait. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a mis notre C1 sur un E et notre ln de E à la x plus 1 sur un autre E. Attention particulière, ici on a l'apparition d'une nouvelle constante parce qu'on sait très bien que C1 n'est pas égal à C2. Parce que C2 est égal à E à la C1. Donc c'est impossible que ça vale la même chose. Donc notre solution, en fait ici ça vaut 1, comme qu'on a prouvé ici avec la propriété 8 des logarithmes. Donc on a trouvé notre solution générale juste ici. Ensuite, on va trouver la solution particulière. Pour trouver ta solution particulière, tu dois aller voir dans ton énoncé les informations qui t'ont données. Donc ici, on nous a dit que y est égal à 6 et x est égal à ln de 3.
Donc, je veux trouver ma constante parce qu'en fait, c'est comme ça que je vais trouver ma solution particulière. Donc, je remplace ce que je connais dans la solution générale. Et puis, ça me donne que 2 est égal à C. Donc, je le remplace dans mon équation et ça me donne une solution particulière. Donc, on va faire un deuxième exercice ensemble qui est beaucoup plus concret. Il y a beaucoup plus de chances aussi que ça se retrouve dans un examen parce que on doit faire de A à Z le problème, soit créer l'équation différentielle et le résoudre pour trouver une certaine valeur. Donc, en fait, mon truc que j'ai à vous donner, c'est lisez le problème une première fois sans trop vous poser de questions. L'important, c'est juste de le lire, de savoir ce qu'on s'en veut, de savoir ce qu'on cherche, parce que si on le lit à moitié, ça se peut qu'on parte sur une piste qui n'est pas nécessairement bonne. Ma deuxième lecture, je me fais un code de couleur. Ma dérivée en jaune, ma constante de proportionnalité en bleu, puis mes variables en vert. Donc, à chaque fois que je croise justement ces concepts-là dans mon texte, je les surligne. Comme ça, je peux revenir après et les analyser. Donc, en lisant, j'ai vu la vitesse de refroidissement. Ça, c'est une variation de température, on s'entend? Puis à chaque fois qu'on va avoir un taux de variation, un taux de croissance, un rythme, une vitesse, une accélération, un à raison de, il faut que ça vous allume une cloche. Ça, c'est une dérivée. Okay? Variation, on va l'écrire, variation est égale à une dérivée. C'est important. Okay? Ensuite, à chaque fois qu'il y a un « c'est comme le égal de ton équation. Donc, moi, c'est ça que je m'ai mis ici. Ensuite, on va croiser le mot proportionnel. Est proportionnel, on met un K. Peu importe que ce soit inversement proportionnel ou proportionnel, le K, il va être en haut. Donc, on peut le mettre dès qu'on le croise. Ensuite, on dit que c'est proportionnel à la différence de température T entre l'objet et le milieu environnant. On s'entend qu'au début, notre café, on nous dit qu'il est à 95 degrés. Donc, il est très chaud. Notre environnement est à 20 degrés, tandis que lui est à 95. On s'entend que la différence de température va toujours être T moins 20. Le café ne va jamais descendre plus bas que la température ambiante. Ça va se stabiliser à 20 degrés. Donc, c'est pour ça que notre différence entre une température entre 95 et 20, moins 20 va nous donner la différence justement entre l'objet et le milieu environnant. Le K, la constante de proportionnalité, est élément des réels. Donc, plus tard, on va trouver cette constante-là. On va ensuite trouver la solution générale de notre équation différentielle. Donc, on sépare nos variables. La constante K ne compte pas comme une variable, donc on peut la mettre à droite ou à gauche, ça n'importe peu. Je la mets souvent à droite, par simple conventionnalité aussi. Donc, on sépare nos dt de chaque côté, on intègre. Même chose que tantôt, on obtient une constante à la fin de notre équation. On l'identifie, on n'oublie pas. Ensuite, on ne veut pas travailler avec des valeurs absolues. On sait que t va toujours être plus grand ou égal à 20. Parce que notre café, on s'entend que quand il va se refroidir, il va atteindre 20 degrés. En fait, il va se refroidir jusqu'à temps d'atteindre cette température-là. Donc, on est correct, ça va toujours être plus grand que 0. Ou égal à 0. Ensuite, nous, ce qu'on veut, là, c'est juste le t ici. On veut pas le ln. Fait qu'on va encore utiliser la propriété 8 des exposants pour enlever le ln. Donc, e à la ln est égal à 1. Donc, ça descend en bas ici. T moins 20 est égal à E à la K fois T plus C, parce que qu'est-ce qu'on met à gauche, on le met à droite. Fait que ça nous donne une petite équation ici. On va séparer avec la propriété 2 des exposants comme tantôt. Donc, le C1 va sur un E fois E, puis on met le K à la T, là, en fait, comme ça ici. Ensuite, on sait que C1 n'est pas égal à C2 parce que C1, parce que C2 est égal à E sur C1. Je ne sais pas si vous le voyez, là, c'est impossible que C1 est égal à C2 parce qu'il y a un E de plus. On s'entend? Donc, on isole le T en faisant un plus 20. Et puis là, on a une belle solution générale. On va trouver la solution particulière ensuite. Donc là, ici, dans notre équation
de la solution générale, on a beaucoup d'inconnus. On a la température à un temps X qu'on ne connaît pas. On a la constante qu'on ne connaît pas non plus. La constante de proportionnalité non plus. Puis le T non plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver une coordonnée dans notre énoncé qui nous permet d'enlever une coupe d'inconnus. Ça va tout le temps être à un temps 0. En fait, quand que X vaut 0 ou quand que Y vaut 0. Donc, ici, on nous dit qu'au début, notre café est à 95 degrés. Donc, au début, ça implique que T est égal à 0. Donc, je remplace ça dans mon équation. Donc, ici, ça s'annule. En fait, ça vaut 0. E à la 0, ça vaut 1. Donc, ça finit que tout ça vaut 1. Fait qu'on va pouvoir isoler notre C2 qui vaut 75. Ensuite, on va aller trouver une autre coordonnée dans notre problème. On dit que la température du café descend à 50 degrés en 30 minutes. Donc, ma température à 50 degrés en 30 minutes, on remplace ça dans l'équation. C'est bien important de remplacer la constante qu'on vient de trouver dans notre équation parce que sinon, on va avoir trop d'inconnus. Donc, on résout et on obtient que K est égal à moins 0,0305. Donc, on peut trouver notre solution particulière justement en remplaçant ce qu'on connaît maintenant, donc le K et le C. Là, on va répondre à la question qui dit « Calculer la température du café au bout d'une heure ». Une heure, c'est 60 minutes. On s'entend que notre temps est en minutes. Donc, on remplace ça dans l'équation particulière pour trouver la température qui va être de 32 degrés. Le troisième problème, on parle d'équation d'ordre 2. Donc, j'aimerais porter votre attention ici. La position, lorsqu'on la dérive, ça fait en fait une dérivée. Ça nous amène à la vitesse. Quand on dérive la vitesse, ça nous donne l'accélération. Quand on veut faire le chemin inverse, on a juste à intégrer pour revenir en arrière. Les unités, la position, c'est en mètres. On s'entend? La vitesse en mètres par seconde et l'accélération en mètres par seconde carrée. Donc, on s'entend que c'est toujours... en fait, c'est toujours un exposant de moins. C'est mon petit truc que j'ai à vous donner. Donc, on va lire le problème, on va évaluer tout ça. Les freins d'une automobile produisent une décélération constante de 6 mètres secondes carrés. Ça ici, c'est l'accélération. Une décélération, ça veut dire qu'elle est négative. Si le véhicule roule à 30 mètres secondes lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, donc au moment où on pèse sur le frein, on veut savoir quelle distance va-t-il parcourir avant de s'arrêter complètement. Donc, sa vitesse à la fin, elle vaut 0 parce qu'il s'arrête. Donc, on avait une première information ici. On nous dit que la position, en fait que l'accélération est égale à moins 6. On s'entend, on a vu que l'accélération est égale à la dérivée seconde de la position. Donc, c'est ça qu'on a représenté ici avec les deux petites apostrophes. Donc, on va avoir l'équation de la vitesse. Fait que pour ce faire, on va devoir intégrer l'accélération. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu avec juste une dérivée et non une dérivée seconde après avoir intégré. Et là, on obtient une vitesse. Ensuite, on va avoir aussi l'équation de la position. Donc, on réintègre encore. Et c'est ça qui nous permet d'avoir la dernière équation. Donc là, on va devoir trouver nos constantes. Donc, c'est plus facile de commencer par celle de la vitesse parce qu'il y en a juste une qu'on ne connaît pas. Tandis qu'ici, il y en a deux. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par trouver C1 et non C2. La vitesse initiale est de 30. Donc, ça, c'est notre première coordonnée. Donc, on va pouvoir remplacer ça dans notre équation de vitesse vu qu'on a une vitesse selon le temps. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. On a trouvé C1 qui est égal à 30. C2, on parle de position. Donc, on sait que à 0, il a parcouru 0 mètres. Donc, on remplace ça dans notre équation et on se rend compte assez rapidement que C2 vaut 0.
Donc, quelle distance parcourra-t-il avant de s'arrêter? Donc, on s'entend qu'on sait que la vitesse finale est égale à 0. Donc, on va chercher notre équation de vitesse. Et puis, on remplace ce qu'on connaît. Donc, notre vitesse est égale à 0. On isole le t qui nous donne 5 secondes. Donc, ça prend 5 secondes avant que sa vitesse vaille 0. On va aller chercher notre équation de la position, justement, pour trouver combien de mètres que ça y prend. Justement, pour arriver à 0. En fait, à une vitesse de 0. Donc, on remplace ça, on remplace les t par 5 et ça nous donne 75 mètres. Donc, c'est ça qui conclut notre petite capsule.